Une nouvelle saison de football a commencé. Qui dit nouvelle saison dit nouvelles émotions, nouvelles histoires et compétitions. Bien sûr, cette nouvelle saison s'ouvre surtout dans les stades et tribunes, là où bat le cœur de notre sport. Et si vous êtes attentif, quand vous regardez un match, que vous êtes au stade pour une rencontre, vous voyez parfois des symboles, des bannières, des drapeaux et vous vous dites « mais que représente-t-il » C'est le sujet du jour sur l'Arena. Générique. Bonjour à tous les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, deuxième vidéo de cette saison 2024-2025, très heureux de vous retrouver pour une vidéo où on va analyser certains symboles visibles dans des stades de football, plus particulièrement en tribune ultra. Certains, vous allez le voir, ont une connotation politique, d'autres absolument pas, ils sont simplement très répandus dans la culture ultra, dans le supporterisme en général. Avant qu'on commence, merci énormément pour vos retours et soutien sur la dernière vidéo sur le hooliganisme polonais. Quel meilleur moyen de commencer la saison que par une vidéo qui explose les vues. Je crois qu'on est à plus de 60 000 vues au moment où je m'enregistre. C'est super, je suis très content d'être de retour et de voir le travail de plus en plus récompensé sur la chaîne. On continue à grandir, on approche des 40 000. C'est pourquoi, si vous découvrez l'Arena, si vous aimez mon travail et mes vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche. Tout ça, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors vraiment un grand merci à celles et ceux qui le feront. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Bon, on commence avec un élément très général. Certains sont très avancés dans leur connaissance des tribunes, d'autres un petit peu moins. C'est pas un concours, donc je vais commencer par un élément qui est très général et facile d'accès pour poser un peu de contexte aussi, c'est la bâche. La bâche, c'est un peu une condition sine qua non de l'existence d'un groupe ultra ou d'un groupe de supporters. Elle manifeste la présence d'un groupe dans une tribune et ses activités, et lorsque celle-ci disparaît ou est volée, peut conduire à la dissolution du groupe. Colorées, représentant le nom, un logo, une date d'apparition ou plein d'autres symboles, elles sont vraiment centrales dans une tribune. Certains groupes ont plusieurs bâches également pour les matchs à domicile ou les matchs à l'extérieur. À noter que parfois les bâches peuvent être positionnées à l'envers, ça peut vouloir dire que c'est une bâche volée par un autre groupe ou que le groupe conteste ou est en grève. Dans ce cas, il n'est pas rare que pour manifester son action, il retourne sa bâche. Je ne vais pas plus m'étaler, chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice en commentaire et dire ce qu'il connaît sur les bâches, ses histoires ou anecdotes. Ça permettra de lancer des discussions et peut-être d'apporter des connaissances à certains. Deuxième symbole, le drapeau confédéré. Alors ce symbole est parfois totalement différent en tribune de l'image connue du grand public et de son héritage historique. Pour rappel, le drapeau des États confédérés d'Amérique, c'est le drapeau des États du sud des États-Unis qui avait fait sécession lors de la guerre de sécession des années 1860. Cette union de 11 États qui voulaient quitter les États-Unis, c'était 11 États esclavagistes qui désiraient maintenir l'esclavage. Ils ont perdu la guerre, l'esclavage a été aboli partout et ils ont réintégré les États-Unis après 1865. Tout dépend ainsi du contexte et d'où il est brandi. Si vous allez aux US et que vous brandissez ce drapeau, il sera concrètement et directement compris comme un symbole raciste et aujourd'hui, les organisations politiques suprémacistes blanches aux US utilisent ce drapeau. En revanche, quand ce drapeau est brandi dans le sud de l'Italie ou dans un virage du Vélodrome dans les années 90, le sens n'est pas du tout pareil. En effet, dans de nombreux stades du sud de l'Europe, on va voir fleurir des drapeaux confédérés. En fait, ce qu'il faut y voir, ce n'est absolument pas le message politique derrière le drapeau, mais plutôt la force identitaire de ce que peut représenter le sud, notamment le sud méditerranéen, souvent discriminé et méprisé. L'exemple le plus parlant est le Mezzogiorno italien, donc le sud de la botte, moqué et souvent discriminé par le reste du pays. J'en avais parlé lors de la vidéo sur la rivalité Hellas-Napoli. Des Napolitains justement qui vont être l'une des tifoseries en Italie qui vont le plus utiliser ce drapeau. Ça va être l'emblème de ville du Sud avec une identité, avec un caractère et qui veulent s'affirmer, notamment par le football. Pareil sur ce tifo des Ultras de la Salernitana en 2013, rendant hommage à Siberiano, capot historique de la Curva, sur fond de drapeau des États confédérés. C'est un symbole qui s'est très vite inséré dans la culture ultra du sud italien et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains stades de la botte. Et en France, les supporters de l'OM version old school dans les années 90 pouvaient également brandir ce drapeau dans le Vélodrome, symbole de l'identité sudiste et ancré de Marseille.
Récemment, et j'en avais parlé sur la chaîne, la Torcida Split, donc les Ultras d'Hajduk, club de la ville du sud de Croatie, Split, ont réalisé ce tifo monumental contre l'ennemi du Dynamo Zagreb. C'était il y a plusieurs mois, on y voit un cow-boy aux couleurs d'Hajduk avec en fond le drapeau des Confédérés et la phrase en anglais « Le Sud se soulèvera encore ». Split, c'est la belle ville méditerranéenne du Sud contre la capitale Zagreb, le cœur politique et financier de la Croatie. Ce drapeau, c'est en fait le symbole d'un clivage. En revanche, on le voit parfois dans d'autres tribunes, notamment en France, souvent considérées de droite à l'extrême droite, ici dans un parkage niçois, là chez les Ultras à Rouen, drapeau parfois même visible dans la mouvance hooligan néo-nazie française, ici chez les hooligans de l'AS Nancy-Lorraine, le groupe Brisac aux côtés des Strasbourg Offenders. Vous vous doutez logiquement que la signification de ce drapeau n'a pas la même signification en fonction du contexte et du stade dans lequel on le trouve. Les drapeaux et bannières 13-12, un code connu des tribunes ultra et groupes de hooligans dans le monde, c'est le code international pour ACAB, All Cops Are Bastards, un slogan anglais universel anti-police. Les lettres sont codées en chiffres, le 1 pour le A, le 2 pour le B et le 3 pour le C. La signification et l'analyse vont être assez courtes, en soi il n'y a pas énormément de choses à dire, tout simplement que les figures de tribune, supporters ultra-hooligans sont ancrées depuis des décennies dans un défi de l'autorité, un rejet, une contestation symbolisée par la haine de la police et des forces de l'ordre. Et ça, cette rhétorique violente ACAB 13-12, vous l'aurez dans tous les groupes de supporters du monde, peu importe le groupe politique d'ailleurs, que les ultras soient de gauche comme de droite. 13-12, ça se décline en poste, en t-shirt, en écharpe, en bannière, et il peut être vu absolument partout. Les comptes ultra ou hooligans sur les réseaux sociaux qui partagent du contenu présentent souvent la police par ce 13-12 lorsque celle-ci intervient ou encadre les supporters. Que ce soit en tout cas dans des documentaires, sur des livres ou des films sur les ultras, très souvent les auteurs et l'intrigue montrent ce lien très complexe et très conflictuel entre les forces de l'ordre et les acteurs des tribunes. On passe à un nouveau symbole dont l'historique est assez intéressant, qui peut être vu comme un choix d'identité. C'est la figure de Cochise, le chef Apache. Cochise, c'était un Amérindien du 19e siècle, chef Apache du groupe des Chiricahuas. Sa figure va être reprise, là surtout pour des logos de groupes de supporters, notamment en France. Et c'est l'exemple qu'on connaît peut-être le mieux, c'est les Green Angels, l'un des groupes ultras de Saint-Étienne. Les ultras du Vélez Mostar, la Red Army dont on a déjà parlé sur la chaîne, utilisent également Cochise comme un des symboles de leur groupe. Alors, quelle est la signification de ce groupe? Cochise était un chef qui se battait contre l'oppression et la conquête des Américains, des colons. C'était une figure de combat, de lutte, et donc c'est quelqu'un qui représente un caractère, des valeurs, un courage, et probablement que le groupe stéphanois, pour son histoire, s'est inspiré de ce que représente cette figure, qui est assez connu également dans la culture populaire, films, livres, BD, etc., etc. Tout peut partir par exemple de la sensibilité et des symboles qu'aiment les supporters d'un groupe de supporters, en l'occurrence ici les ultras des Stéphanois des Green Angels, mais il y a plein d'histoires comme ça dans d'autres groupes. Parfois un ultra aime un livre, un film, une œuvre, une figure mythologique, et le personnage peut ainsi incarner l'identité du groupe. Et puis dans le cas de Cochise, il y a une autre dimension au-delà du combat et des valeurs, c'est son origine. En anglais, on appelle ça les natives. En France, on a eu souvent tendance à faire l'erreur d'appeler ces personnes les Indiens, alors que les Indiens sont les habitants de l'Inde. Là, ce sont des Amérindiens. Mais je veux justement vous interroger sur le mode de vie de ces Amérindiens. Ils n'ont jamais vécu seuls. C'est pas du tout une société individualiste, c'est un collectif, c'est une tribu, c'est un groupe. En somme, c'est l'esprit ultra. Et vraisemblablement, cette dimension de Cochise a marqué les fondateurs des Green Angels et d'autres ultras européens comme les ultras du Vélez. On passe à un symbole que vous connaissez très probablement, le symbole universel du hooliganisme, ce H écrit avec une police bien particulière, avec une histoire bien particulière. On la voit dans des stades, partout, comme ici, dans un parkage du Legia. Écoutez ce bruit monstrueux. Ici, chez les hooligans de Dresden, ici de Laek, ici chez les hooligans Young Leopards du Slavia Prague, c'était en tribune lors du match contre Lille il y a quelques semaines. Bref, peu importe le groupe, peu importe aussi son orientation et coloration politique, quand des groupes hooligans veulent montrer leur identité et présence, le plus souvent, c'est ce H avec cette typologie et police d'écriture
qui fait son apparition. Mais d'où vient ce H? Il a été popularisé par la marque allemande de vêtements Hooligan Streetwear, une marque qui a mis en avant un certain type de police d'écriture dans les années 90-2000. Cette police d'écriture, c'est ce qu'on appelle la police fracture, l'écriture gothique, une police apparue dès le XIe siècle en Occident, influencée par la culture allemande, une police qui sera démocratisée en 1933 en Allemagne par les nazis. Elle représentait la culture germanique alors perçue comme culture supérieure. Et petite anecdote, c'est avec cette police d'écriture qu'Adolf Hitler a imprimé son livre Mein Kampf. Aujourd'hui, l'écriture n'est plus politique. La preuve, les plus gros groupes de hooligans antifascistes en Europe utilisent ce H. C'est véritablement dans les années 90 et 2000 que la marque de vêtements Hooligan Streetwear a répandu l'usage de ce H avec sa gamme de produits qui a trouvé de très nombreux clients dans le monde des tribunes. On poursuit avec la tête de mort, un emblème qui, à l'image du drapeau des Confédérés, dépend énormément du contexte dans lequel il émerge et dans lequel il est visible. Beaucoup de groupes ont décidé d'adopter la tête de mort. On pense en France à l'ex-brigade sud de Nice, la populaire sud, ou au commando ultra de l'OM. La tête de mort, elle est souvent utilisée pour les motifs qu'elle renvoie. La peur, le risque, le danger. Ceux qui utilisent la tête de mort, le pavillon noir, c'était des pirates, des forbans, ceux qui inspiraient la peur. Une tête de mort, c'est censé impressionner, c'est censé montrer aux autres une force. Et puis au-delà de quelconque considération et analyse, c'est un symbole de la culture populaire que tout le monde connaît et qui rentre très facilement dans l'esprit. Maintenant, il peut en effet y avoir une analyse politique de la tête de mort. La tête de mort de Saint-Pauli, par exemple, emblème du club et des ultras, c'est clairement pas une Totenkopf nazie. Le pavillon noir de Saint-Pauli n'a rien à voir avec la tête de mort du groupe de supporters des Norasners du PAOK, par exemple, très adepte de l'ultranationalisme grec. Donc tout dépend là encore comment cette tête de mort est réalisée, quel est son modèle et dans quelle tribune elle apparaît. Non, ce n'est pas une vidéo sur le code de la route et sur la signalisation, mais bien un symbole visible dans certaines tribunes. Alors en Europe occidentale, vous ne verrez pas ce symbole. Pour le voir, il faut aller en Europe centrale et de l'Est, surtout dans des pays qui ont subi de plein fouet les dictatures communistes de la seconde moitié du XXe siècle. En Pologne, comme ici dans la Gileta du Lega, c'est un symbole récurrent et très connu. C'est simple, il veut tout simplement dire on ne tourne pas à gauche, on ne s'oriente pas à gauche politiquement, c'est interdit. Si on reste sur la Pologne, comment ne pas évoquer le tifo très récent des ultras du Wisła qui ont repris ce panneau en le mettant comme le O de patriote avec la phrase « Les patriotes toujours dans le bon sens » en anglais « right ». Petit jeu de mots parce que right c'est aussi la droite politique en anglais, un symbole qui est très connu dans ces pays, que les hooligans partagent aussi, c'est pour ça que c'est important d'aller voir ma dernière vidéo, ça fait un petit clin d'œil. Et puis voilà, ce panneau est aussi adressé aux autres ultras d'Europe, notamment les ultras de gauche, c'est un message. On se souvient par exemple en novembre dernier, quand lors de la marche nationaliste polonaise du 11 novembre, des ultras de tout le pays avaient déambulé à Varsovie, visant les ultras de gauche, notamment ceux du Standard de Liège, du Celtic ou de Marseille. On passe au dernier symbole de cette vidéo, la figure du Che Guevara. Alors celle-là, c'est un incontournable dans certains stades de football. Des décennies après sa mort, la figure du Che Guevara et son idéologie restent très vivaces dans le football moderne, et notamment chez certains ultras. Et en plus, le Che Guevara, il a cette image de lui qui est absolument mythique, ce cliché du photographe cubain Alberto Corda dans les années 60. En tribune, ce n'est pas comme ça ou comme ça qu'on voit le Che, mais c'est bien comme ça, avec ce cliché devenu mondialement connu. Le Che, c'est un militaire, plus précisément, c'est un révolutionnaire marxiste-léniniste argentin, grosso modo communiste, qui a soutenu la révolution cubaine castriste qui mettra progressivement au pouvoir l'une des plus féroces dictatures de la seconde moitié du XXe siècle. En gros, on a chassé un dictateur, Batista, pour en mettre un autre, Castro. La figure du Che, qui est une figure de bravoure, de charismatique, d'idéologie affirmée, est une figure qui va être très populaire dans des tribunes à gauche dans le monde, des tribunes dites antiracistes, antifascistes, d'autres communistes, mais c'est pas du tout systématique. Toutes les tribunes où on voit un Che ne sont pas communistes. Non, au-delà de la figure de guérilla communiste qu'on colle au Che Guevara, aujourd'hui c'est aussi une figure de lutte, de contestation. Et ça plaît beaucoup au monde ultra, surtout à gauche. Le groupe de Perugia, le groupe historique, l'Armata Rossa, l'armée rouge, littéralement, donc là au niveau idéologique on sait où on est, avait même adopté le Che comme figure sur son logo. En Italie également, Livorno, grand bastion de gauche du pays, adopte aussi cette figure, comme le groupe USP de Saint-Pauli, comme les Marseillais sur ce tifo dans le virage sud. D'ailleurs la figure du Che, on l'a vu plusieurs fois en tifo à Marseille sur la dernière décennie, sur les 15 dernières années. La Horda frénétique de Metz en tribune Est a pu aussi
avoir quelques drapeaux avec ces effigies, j'en ai le souvenir. Et puis les supporters du Celtic, les Ultra Inferno du Standard de Liège sur ce grand tifo où le groupe antifasciste sud-américain, la Garra Blanca de Colo Colo, partage également cette symbolique. Enfin bref, mettre la figure du Che, c'est un moyen de revendiquer ses idées, son positionnement à gauche, à l'échelle internationale, et surtout un symbole unanimement partagé par les ultras de gauche européens. Il y en a plein de groupes en réalité qui l'ont fait partout en Israël, en Amérique latine bien évidemment, où la figure du Che est encore très populaire dans certains pays. C'est un symbole qui est en somme intemporel. N'hésitez pas à partager peut-être vos connaissances sur certains clubs et certains groupes de supporters en commentaire qui, qui mettent cette figure du Che. Quoi qu'on en pense, c'est devenu un symbole absolument incontournable dans les tribunes et dans les stades de football. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me le faire savoir en commentaire. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, direction les 40 000 abonnés. Une vidéo un peu culture ultra, culture tribune. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous proposer ce sujet. Bien évidemment, la liste des symboles aurait pu être encore plus longue. Il y en a des choses et des choses à dire. On aurait pu faire une vidéo de 3 heures. Donc voilà, je compte sur vous en commentaire si vous souhaitez ajouter, compléter ou parler d'un autre symbole qui n'a pas été présenté dans cette vidéo. Les commentaires sont faits pour ça. C'est le but aussi de partager. Et c'est le but de cette chaîne, le partage. Donc n'hésitez pas. J'espère, je ne l'avais pas dit d'ailleurs lors de la dernière vidéo, mais que la rentrée s'est très bien passée pour vous tous. Bon courage à tous pour la semaine. Bon courage au travail pour les autres. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao, ciao.